c'est bon, ça marche. Ok, on va démarrer. Et je vais faire attention donc, pour la partie chat. Super, que ça marche bien. Alors, pour l'instant, normalement, on ne me voit que moi et on voit l'écran, donc on va démarrer. Alors, pour l'agenda, donc aujourd'hui, donc c'est un webinaire pour parler de Datadoc, donc pour les écoles de langue, les organismes de formation professionnelle dans le domaine linguistique. Nous avons donc l'agenda devant vous. Andrew et moi, donc plutôt moi, je vais faire une petite présentation, donc pas de Linguade, hein, par contre, de Datadoc, contexte général, quelques astuces pour vous aider entre maintenant et 11h15. Après, on va passer la main à Olivier Gauvin, que je vais présenter rapidement après, où Andrew va poser des questions donc, pour un OPCA au sujet donc, de Datadoc. Je pense que ça va prendre une demi-heure. Après, on va passer la main à Yves Cohen, qui est directeur général donc, de ICMS, et il va se présenter aussi, et solution pour accompagner les écoles de langue pour le référencement Datadoc. Et après, on va revenir sur les questions. Donc, on a reçu quelques questions précises sur Datadoc. On va essayer de répondre. Tout au long du webinaire, vous pouvez aussi aller dans le chat. C'est peut-être une question, comme vous l'avez fait dans le bonjour, pour poser des questions. Donc, sachez que les chats, le partie chat, malheureusement, vous ne pouvez pas regarder les chats des autres gens, ni les panélistes, hein, ni les invités. Il n'y a que moi qui peut le voir. C'est comme ça, désolé, c'est GoToWebinar. On est en train de regarder si d'autres solutions pour nous aider à être un peu plus ensemble au niveau interactivité. Mais pour l'instant, il n'y a que moi qui peux regarder, donc je vais être attentif, je vais modérer. Et donc, vous posez des questions. Si je pense que je dois poser des questions, je vais couper et puis je vais poser. Sinon, on attend la fin. D'accord? Donc, ça, c'est pour la partie chat. Alors, donc deux invités, donc Olivier Gauvin et Yves Cohen. Olivier, tu es là? Oui, oui, je suis toujours là. Tu vois bien mon écran? Oui, je te vois bien en gros plan. Et tu vois bien le PowerPoint aussi? Oui, à droite. Super. Tu vois bien ton visage? Ah non, parce que j'ai éteint ma caméra. Non, non, le visage sur le PowerPoint, d'accord. Parce qu'il m'a dit que peut-être on Ah ne voit non, pas. ton PowerPoint ne passe pas en slide, ne descend Passe pas en pas un fait. slide, Jos. Ah bah Ah, voilà, c'est fait. Et là, c'est bon? Bon, excuse-moi. C'est Bon, bon. on n'a pas trop Ah, loupé, hein, excuse-moi, je te vois voilà. Vous voyez maintenant. le problème technique? Donc, je disais problème technique. Euh, donc là, c'est l'agenda, ce que je vais expliquer. Hein, donc, après, donc là, c'est la partie chat pour les questions. Et puis là, donc, on a Olivier. Olivier, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Et puis après, je vais passer la main à Yves qui se présente. Et après, on va passer à ma petite présentation. Bonjour à tous, donc moi je suis Olivier Gauvin, je suis directeur du pôle offre de formation pour Opcalia, donc je ne présente pas Opcalia, et je suis en charge de tout ce qui est lié à l'offre. Un, c'est comment accompagner les organismes de formation comme entreprise au niveau d'Opcalia, puisque je rappelle que les organismes de formation peuvent être adhérents chez nous, c'est le bon choix. Et donc on développe des services, des accompagnements spécifiquement pour les organismes de formation. Et la deuxième mission, c'est comment faciliter l'accès à la formation pour nos entreprises adhérentes en référençant ou en négociant des formations pour eux à leur nom et avec un outil qui s'appelle Espace Formation sur lequel tous les OF peuvent retrouver l'ensemble des appels à projets du réseau Opcalia. Et puis avant d'être venu chez Opcalia, j'ai travaillé 11 ans dans un organisme de formation en langue étrangère, donc je connais un peu le secteur. Super. Et Oui, accessoirement, c'est je suis vrai en que charge de la catalogue pour Opcalia. tu es Accessoirement. en charge de quoi? De quoi? Je suis en charge des relations Datadoc pour Opcalia. Très bien. Ah oui, donc tu es vraiment la bonne spécialiste hein, pour ce webinaire. Je sais pas. Oui, et c'est pas ton premier webinaire avec nous non plus. Hein. On a fait un Non. webinaire sur le CPF, donc Olivier commence à être un grand spécialiste des sujets des écoles de langue avec nous pour vous. Super, merci Olivier. Yves, est-ce que aussi toi tu peux te présenter? Ok, Yves Cohen-Adria, donc je dirige le cabinet ICMS qui a conçu, et je vous ai raconté tout à l'heure, une solution pour accompagner très concrètement les OF et on en accompagne actuellement 80 pour cette
en jeu du Datadoc et on va essayer de positiver tout ça tout à l'heure. Très bien. Merci Yves. Bon, mais super. Je vais... bon, moi, je suis là, super. Donc, alors, petit sondage avant de commencer pour mieux comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous pouvez répondre à ce sondage, à ce petit sondage, pour expliquer qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Donc, est-ce que vous avez commencé déjà ou pas? Est-ce que vous avez commencé mais vous êtes bloqué? Est-ce que tout est OK pour vous, mais vous êtes curieux, voilà, et vous voulez savoir un peu plus d'informations sur Datadog. Donc, on a 45% des gens qui ont voté, super 50. Donc, est-ce que vous pouvez juste choisir une des options, qu'on comprenne bien pourquoi vous êtes là? Et après, je vais partager les réponses avec vous. Ça nous permettrait donc de mieux comprendre. D'accord? Donc, on a 2 tiers maintenant. Est-ce que les gens qui sont là, est-ce que vous pouvez euh, aller voter? On va attendre 10 secondes. Donc voilà, 80 personnes, super. Très intéressant. J'ai hâte de le partager avec vous. Euh, il reste 2, 3 personnes. Simplement cliquer sur une des 3 choix. Un des 3 choix. Bon, voilà, je pense que c'est bon. OK, donc je ferme et je partage. Donc là, on voit que, Andrew, tu le vois aussi? Oui. Donc là, on voit donc 55% des gens qui assistent à ce webinaire. Donc vous êtes 40. Hein. Donc je dirais un peu plus que 20 personnes, 25 personnes n'ont pas encore commencé le référencement Datadog. Hein. 36%, vous avez commencé, mais vous êtes bloqué. Et puis donc, moins de 10%, vous avez terminé, vous avez rendu, mais vous êtes curieux. Donc ça aussi, c'est pas de souci. Donc, pour qu'on puisse vraiment voir un peu où on est, euh, et voir que vraiment c'est une session de rattrapage. Hein. Si vous êtes plus qu'à moitié qui n'ont pas commencé, je comprends pourquoi vous êtes là. Super. Alors, je cache ça et je reviens dans... OK. Alors, je vais faire 5 minutes de présentation. Par rapport à Datadog, surtout pour les gens qui ont, voilà, les 2 tiers, là, les gens qui n'ont pas commencé et les gens qui sont un peu bloqués. Alors, donc, vous savez tout ce qu'il faut avoir le référencement accepté dans Datadog pour le 30 juin. À la base, donc, il y avait les décrets qualité qui étaient rendus pour le 1er janvier, qui devaient démarrer le 1er janvier 2017 avec 6 critères qualité. Et donc, il y avait un travail commun de la part d'une commission spéciale constituée des représentants des OPCA qui ont travaillé sur les 6 critères. Ils ont décortiqué ça en 21 indicateurs. Et c'est ces 21 indicateurs-là que vous voyez quand vous connectez à Datadog et que vous devez remplir un par un. On va répondre donc à la question, par exemple, est-ce qu'il faut répondre à tous les indicateurs après? Mais en tout cas, c'est assez bien fait. Déjà, il faut vous connecter. Il faut donc avoir votre numéro de déclaration en tant qu'organisme d'information que vous pouvez vérifier. Je vais vous donner un lien aussi par la suite pour vérifier que Datadog peut vous trouver parce qu'il y a un lien entre 2 bases de données. Et après, une fois que tout est OK de leur part pour vous situer en tant qu'organisme d'information, même si vous êtes formateur indépendant, après, il faut donc répondre aux 21 indicateurs, à moins que vous avez, donc justement le point 2, un label. D'accord? Donc, alors, au niveau des labels, pardon, je vais regarder les questions. Au niveau des labels, donc ici, vous avez un slide que j'ai pris de notre présentation, les 28 labels et certifications retenus. C'est plutôt à gauche qui vous concerne. Et là, donc, je sais que le label qui est le plus utilisé de la part des organismes d'information, c'est le PQF, donc souvent en lien avec la Fédération de formation professionnelle. Au départ, il y avait un peu de confusion par rapport au label. C'est-à-dire que si on avait un label, est-ce qu'il fallait aussi remplir les différents descriptifs et même ajouter des preuves dans Datadog? Maintenant, tout ça, c'est beaucoup plus éclairci. Normalement, il y a une pièce, il y a un endroit spécialisé où on met notre certificat, notre label. Et puis après, le reste, c'est bon. On n'a pas besoin de remplir les descriptifs. Si on a EPQF, on n'a pas besoin d'aller dans les différents indicateurs. On peut simplement mettre notre attestation, notre certificat
OPQF ou autre, et puis on envoie, et normalement c'est bon, on n'a plus rien à faire. Sachez pour les gens qui sont en cours de qualification, mais il faut avoir justement le label, il faut que ce soit fait avant et rendu pour que Datadog puisse le voir. C'est important. Si vous êtes en cours et c'est pas fini avant le 30 juin, ben c'est trop tard. Donc ça, c'est pour les labels. Les slides, je vais vous envoyer aussi par la suite, hein, vous puissiez regarder. C'est important que vous valorisiez les formations. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de référencement. Il y a des êtres humains derrière qui vont le lire, d'accord, et qui vont aussi les lire de temps en temps une fois que vous avez été accepté, d'accord. Donc, c'est vraiment important pour vous que vous compreniez que vous êtes là pour référencer vos formations, votre organisme de formation, mais aussi que, à titre comparatif, ils vont voir comment ça correspond avec d'autres formations de la même thématique. Donc, c'est important pour vous que vous compreniez que dans l'esprit aussi de vous référencer, il faut que vous réfléchissiez vraiment à comment valoriser vos formations pour que au moment donné où on accepte votre organisme en tant que dans Datadog, mais aussi après. C'est pour ça que je dis 4 garde les informations un jour, parce que les OPCA vont venir de temps en temps pour regarder une fois que peut-être de temps en temps, ils ont une demande de prise en charge, mais c'est à ce moment-là, peut-être dans 2 ans, ils vont aller aussi voir que si vous avez une nouvelle formation, ben, vous mettez aussi votre catalogue de formation à jour. Donc, c'est important que ce n'est pas juste à l'instantané. Donc, Olivier peut aussi parler de ça un petit peu après. Alors, quelques astuces, je vais faire rapidement parce qu'il est déjà presque 20 et on va passer à Olivier. Doit-on utiliser les associations sur Runner? La réponse est oui, à certains endroits. Vous pouvez, vous devriez, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Vous pouvez utiliser un papier en tête, vous devez mettre la mention « je suis signé », etc. Et vous mettez ça, vous signez, vous tamponnez. Oui, vous pouvez et vous devriez, d'accord, utiliser les associations. Les descriptifs sont très importants parce que s'il n'y a pas que les éléments de preuve, on voit que dans chaque critère, on doit ajouter quelque chose, souvent un élément de preuve, par exemple un PDF, ou bien un lien vers votre site internet. Mais c'est aussi très important le texte de ce que vous mettez dans le descriptif. Et ça, c'est aussi de manière personnalisée. On ne peut pas vraiment faire un copier-coller. C'est vraiment, ça appartient à chaque critère, vous appartient. Mais les descriptifs sont très importants. Doit-on répondre à tous les indicateurs? Moi, je dirais oui. Il y a un 21. Moi, je dirais oui. Il y a quelques exceptions. Par exemple, le 2,2, si vous n'avez vraiment pas de locaux, vous faites toutes vos formations dans les locaux de l'entreprise. Peut-être là, à ce moment-là, vous pouvez cocher, vous n'êtes pas concerné. Peut-être si vous n'avez pas vraiment de démarche de qualité en interne et vraiment c'est pas ça, vous pouvez aussi vous l'enlever, mais bon, je pense que c'est très important que vous le faites. Du moment que si vous voulez, ce qui est très important pour Datadog, je pense au niveau des formations linguistiques, c'est qu'on fait énormément appel aux formations CPF. Dans le cas du CPF, ce sont des formations certifiantes. Et du moment que c'est certifiant, ben, je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'une démarche de qualité irréprochable, ce qui fait que bon, on essaie de répondre à tous les indicateurs. Mais on peut aller dans les détails après. Doit-on faire appel à un référentiel? Excuse-moi, faute de français. Aussi, CPF, formation certifiante. Normalement, dans une formation certifiante, il y a un référentiel. Donc, il faut faire appel à un référentiel. La plupart des organismes de formation de langue font appel à un référentiel du Conseil d'Europe. Mais c'est important que lorsque vous essayez de personnaliser les programmes de formation, lorsque vous parlez surtout le premier indicateur, vous parlez de ce référentiel-là. Hein, et c'est dans le cas d'une formation certifiante qui est les formations CPF. Alors, quelques liens utiles pour vous aider. Là, par exemple, je vais vous envoyer les slides avec les liens. Premier lien, comme je vous ai expliqué, lorsque vous allez vous inscrire la première fois, Datadog va faire une connexion avec ce site-là pour vérifier que vous êtes bien dans la liste d'organismes. D'accord? Même si du moment que vous avez un niveau de déclaration, que vous soyez seul ou plusieurs, vous devez un niveau de déclaration. Du moment que vous avez un niveau de déclaration, vous devez le garder à jour en envoyant un bilan pédagogique financier une fois par an. Du moment que c'est à jour, Datadog va faire le lien avec ça et après, ils vont valider votre inscription pour pouvoir répondre. Deuxième lien, rapidement, si vous n'avez pas des CAPIS parce que vous êtes un professionnel libéral ou un entrepreneur, vous pouvez très bien aller chercher ça pour pouvoir faire votre inscription plutôt que le CABIS. Et ainsi de suite, vous avez quelques liens utiles pour pouvoir donc vous aider à avoir un peu plus clair sur différents sujets. Encore une fois, je vous envoie ça par
par lien, par mail pour la suite. Si vous avez d'autres questions, donc je vois qu'on commence à en avoir aussi, c'est super, je vais normalement les garder pour la fin. Ce que je cherche aussi, c'est par rapport à cette première présentation, passer la main à Andrew qui va poser des questions donc, à Olivier. Les questions, on les a ici, hein, donc vous pouvez les lire. Et puis, comme ça, vous pouvez voir un peu plus clair par rapport à le pourquoi et le comment de Datadog avant de passer la main à Yves. Voilà, voilà, c'est pour ma partie. Andrew, est-ce que tu es là? Yves, est-ce que tu es là? Oui, 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 moi je suis là, toujours sans webcam. Je vais Toujours faire sur webcam. une nouvelle tentative pour voir si je... Non, voilà, Non, il n'y a c'est pas plus bon. que ma sec. C'est pas bon. Voilà. Olivier, tu peux mettre le webcam. Bonjour. Super, ça c'est bien. Bonjour Olivier. Donc, J'ai on va commencer avec quelques questions générales pour Olivier. Et j'ai juste une ensuite, petite chose, excusez-moi, j'ai juste dans la présentation de Joss, Dis-moi. quand tu présentes les labels, je tiens juste à préciser qu'il y a deux labels qui ne font pas partie de la liste de CNILFOP qui sont le label ISO. Tu as mis ISO 29990 et ISO 9001 version 2008. Alors Toujours pas 29990 bon. n'a jamais fait partie de la liste de CNILFOP. Le ISO 9001 en a fait partie jusqu'en début d'année et a été Oui. retiré de la liste tout simplement parce qu'elle avait été déposée par la FACAF Nord et alors que le label n'appartient pas à la FACAF Nord puisqu'il y a beaucoup de certificateurs qui peuvent le mettre en œuvre. Donc de fait, malheureusement, tous les organismes de formation qui sont uniquement ISO 9001 ne peuvent plus se justifier de répondre au décret qualité via ce label, ce qui veut dire que même si certains d'entre vous ont fait la déclaration en début d'année en mettant ISO 9001 comme label, bah, malheureusement, on va devoir leur répondre qu'ils ne respectent pas le décret qualité du fait via le catalogue et qu'ils doivent bien sûr aller répondre aux 21 indicateurs. Bref, c'était juste dans les Olivier, c'est Ouais. Andrew. Donc, bonjour à tous. Donc, en fait, dans les organismes de formation linguistique, il y a très peu qui ont le label ISO. Hein. Je pense qu'il y a 3 ou 4. Donc, ça va pas concerner beaucoup de monde, mais effectivement, je pense que le slide là, c'est un ancien slide. Il a peut-être 2-3 mois de retard sur les événements, quoi. Ouais, Donc, faut préciser, parce que si vous l'envoyez, c'est pour juste éviter juste d'induire en oui, erreur et que notamment après, si un organisme de formation voulait aller vers une démarche qualité en ayant un label, bah, c'est juste pour éviter oui. qu'ils choisissent ISO 9001 ou 29950. ISO, oui, effectivement. Parce que de Donc, fait, donc, il faudra changer le slide. Hein. OK? Donc, et puis dernière chose, excusez-moi, je suis un peu. Dans les liens, Joss, que tu veux envoyer, je pense qu'il serait intéressant que tu mettes aussi pour tout ce qui est formation à distance, la FAQ qui a été faite par le Forum français de la formation ouverte à distance, qui reprend Oui, l'ensemble des éléments de comment demander une prise en charge d'une formation à distance par très un bien. échange. Oui. Pour le FOAD. Ouais, Super, super. Je vais le faire qui aussi. est D'accord. sorti l'année dernière, qui me paraît assez intéressante en fait. Oui, parce qu'on voit qu'il y a des questions. Justement, comme il y a tellement de blended learning maintenant avec la formation à Ouais, distance et, intégrée, et franchement, cette FAQ est très claire, très explicite. je note. Et reprécise, et en plus elle a été adressée à tous les OPCA et à tous les financeurs, donc je pense que un organisme de formation qui fait du blended ou du e-learning peut s'appuyer sur cette FAQ pour savoir comment justifier de la formation et qu'on n'est plus sur l'attestation de présence, mais plutôt sur une attestation d'assiduité. Ça oui, marche. ça c'est bien. C'est excellent. Voilà, Parce qu'il y a excusez-moi. beaucoup, effectivement, de questions sur la FOAD. Ok, Olivier, on va démarrer. Donc, premièrement, si tu peux nous donner un peu ta perspective en tant que financeur sur Datadog, sa vraie finalité, comment ça s'est organisé en interne. On a entendu, par exemple, que c'est un outil qui a été créé par Atos. On ne Ouais. sait pas trop qui répond aux questions, comment ça fonctionne.
Et puis, un petit peu, quelles sont les attentes des OPCA par rapport à ça, par rapport à Datadog? Alors, je, juste pour préciser, en fait, chaque financeur doit créer son catalogue de référence. C'est ça l'enjeu, en fait. Donc, on va devoir aller mettre en visibilité au public les organismes de formation que nous finançons et qui respectent le décret qualité. Et donc, comme l'a dit Joss en amont, il y avait deux options, c'est que chaque financeur puisse mettre en place son propre système d'évaluation. Et donc, ça veut dire que chaque organisme de formation aurait dû répondre minimum à 20 organismes de formation, et on peut estimer que ça aurait pu être très long. Donc, en fait, le COPANEF en 2015 a demandé à chaque financeur, notamment les OPCA passifs, de se réunir et de mettre en place 3 groupes de travail. Un qui était, comme Joss l'a précisé, comment décliner les 6 critères en 21 indicateurs. C'est de ce premier groupe de travail qu'en est ressorti les 21 indicateurs. Il y avait un deuxième groupe de travail sur comment capitaliser sur et comment référencer l'ensemble de l'offre pour éviter que chaque organisme de formation vienne déposer sur le site de l'OPCA ou par référencement par chaque financeur ces 21 indicateurs. Et donc, c'est de ce groupe de travail qu'est sorti le projet du Datadog. Et il y avait un deuxième groupe de travail qui va aussi intéresser tout le monde et qui était basé, lui, sur le contrôle. Comment harmoniser et travailler ensemble, chaque financeur, sur le contrôle a posteriori des organismes de formation ou des déclarations. Donc, de fait, le Datadog appartient à un GIE qui est composé en majorité, enfin à ce jour, de 19 OPCA et de certains OPACIF, d'accord. Et donc, c'est un outil inter-OPCA et inter-OPACIF. Le GIE a mandaté une structure qui s'appelle Magellan, qui a remporté un appel à projet. Et donc, derrière, c'est en termes de développement, oui, c'est Atos qui développe l'interface pour que les organismes de formation viennent se référencer. Quelles sont nos attentes? En fait, la première attente que l'on peut nous avoir sur le Datadog, c'est que l'ensemble des organismes de formation viennent se référencer sur l'outil parce que nous allons utiliser cet outil comme base principale pour créer nos catalogues de référence. Le chiffre que je tiens toujours à préciser, alors c'est qu'en France, il y a 96 000 numéros de déclaration d'activité. Donc vous voyez l'enjeu, et donc c'était aussi l'enjeu pour nous de mutualiser, pour éviter que chacun fasse un travail de son côté. L'idée c'était qu'on travaille tous collectivement et que chacun aille vérifier ou valider les organismes de formation. Donc quand un organisme de formation a été validé sur le Datadog, chaque financeur le voit, et donc il n'a pas besoin d'aller refaire le travail, puisque de fait un des financeurs a déjà validé les critères ou les indicateurs de chaque organisme de formation. Donc, dans Datadog, les personnes qui répondent, Olivier, les personnes qui répondent sont des gens des OPCA ou c'est une équipe dédiée? Non, à ce jour, ce sont des gens des OPCA. Ce sont vraiment des collaborateurs des OPCA qui vont aller vérifier l'ensemble des réponses des organismes de formation, donc qui vont passer sur chaque indicateur avec une grille de lecture commune pour aller voir si les pièces déposées ou la réponse à l'indicateur ou la justification de la non-application de l'indicateur correspond bien à nos attentes. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait tous un cadre commun de travail et d'analyse. Oui, ok. Quelle est la deuxième question? Quelle est la situation de Datadog aujourd'hui? Est-ce que vous êtes débordé? Parce que s'il y a 86 000 structures, j'imagine que c'est beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a des retards? Est-ce que tu peux nous quantifier un petit peu le nombre de dossiers validés ou dossiers en cours? Alors attends, je cherche juste parce que quand tu me poses la question, j'avais les chiffres il y a 2 minutes et bien sûr, comme d'habitude, je les ai perdus. À la semaine dernière, fin de semaine dernière, il y avait 12 000 organismes de formation qui avaient déposé leurs pièces, qui avaient créé un compte, qui avaient créé un compte. Excusez-moi, parce que si je vous donne des faux chiffres, ça ne sert à rien.
Il y en avait, alors attendez, parce que il y en avait à peu près, dès que j'en trouve le chiffre, excusez-moi, je te les Oui, donne. c'est pas, Deux minutes, avec un téléphone portable, c'est plus compliqué. Mais en gros, ouais, il y avait 12 organismes de formation qui avaient déjà créé un compte. Je répète, l'enjeu, c'est vraiment ça. C'est que les organismes de formation aillent créer leur compte. C'est très simple, comme le disait Joss. Il faut juste votre sirène et votre numéro de déclaration d'activité et une adresse mail active, puisque de fait, vous allez recevoir un mail pour activer votre compte. D'accord? Et le mail est actif pendant 72 heures. d'accord. Donc, est-ce que tu sais combien de dossiers ont été validés déjà? Il y en avait 400. 400, d'accord. Il y avait, attends, alors, ouais, il y avait 400, il y avait à peu près 400 organismes de formation qui avaient été validés. Ah voilà, j'ai vraiment les chiffres. Il y avait 12 207 comptes qui avaient été créés, d'accord. Il y a à peu près 200 organismes de formation qui créent un compte par semaine. Donc quand je dis créer un compte, c'est-à-dire que j'ai déposé mon NDA, mon sirène et mon adresse mail unique, ok. Il y en avait, sur les 12 000, il y en avait à peu près 1300 qui étaient validés, c'est-à-dire que l'organisme de formation avait été complété les 21 indicateurs, ou justifié des 21 indicateurs. Il y en a à peu près 500 qui ont été validés à ce jour. Donc il y a 500 organismes de formation qui, à ce jour, sont passés en statut référençable dans le Datadog. D'accord. Donc ça commence à tourner. Et est-ce que le système... 96 000, je tiens juste à préciser, quand je dis 96 000 NDA, ce sont vraiment des numéros de déclaration d'activité. C'est-à-dire que ça peut aussi bien être un auto-entrepreneur qui a demandé un numéro de déclaration d'activité, qu'une entreprise qui vend des logiciels en bureautique et qui, en plus, forme ses clients et donc qui a aussi demandé un numéro de déclaration d'activité, comme un organisme de formation, comme on peut l'entendre nous, en tant qu'OF, qui a aussi un numéro de déclaration d'activité. Donc, les 96 000, ça balaye l'ensemble du champ de la formation professionnelle. Oui, en fait, si je comprends bien, de toute façon, en organisme de formation, il y a peut-être 15 000 en réalité. Bah, la branche, ce sont les chiffres de la branche. Hein. Quand tu prends les chiffres de la branche des organismes de formation, ce sont à peu près les chiffres qui ressortent. Et quand on dit 15 000, en plus, il y en a qui n'ont pas de salariés. Enfin, tu vois, donc c'est... Oui. Je pense, le total, j'avais fait les calculs avec le jaune budgétaire, on arrivait à 10 000, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, c'est Ok, donc, quand on dit, quand on appuie sur le bouton qui valide le dossier, enfin, qui envoie le dossier à Datadog une fois qu'on a fini de tout remplir, qui le reçoit et qui l'examine en premier? Il y a pas de personnes qui... Alors, les dossiers ne sont pas reçus nominativement, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas avoir des dossiers qui vont arriver sur mon ordinateur. Aujourd'hui, on a des listes des OF qui sont validées et à partir de là, on prend ces listes et on va directement sur le Datadog pour aller vérifier. On n'a pas fait de séparation des organismes de formation. En fait, c'est chacun va aller vérifier les organismes de formation, la liste qu'il a. D'accord? Demain, et c'est ça l'enjeu à compter du 1er juillet, c'est que lorsque nous devrons aller engager ou payer, enfin plutôt engager à compter du 1er juillet une demande de prise en charge, on devra aller vérifier si l'organisme de formation respecte bien le décret qualité et donc est en statut référençable sur le Datadog. Donc c'est pour ça que vraiment, je tiens à le préciser, l'enjeu c'est vraiment, parce que j'ai vu dans la question de Joss que beaucoup n'avaient pas été encore sur l'outil ou certains étaient bloqués. Le premier enjeu, c'est quand même d'aller sur l'outil pour créer son compte. Et très honnêtement, quand les gens vont voir les indicateurs, c'est pas compliqué en fait en termes de réponse. Les 21 indicateurs, on n'a rien inventé de très très compliqué. L'idée, c'est juste de justifier ce que font les organismes de formation tous les jours. C'est juste d'avoir des éléments de preuve de ce qu'ils font et de prouver ce qu'ils font. Ce qui veut dire que le jour où on ira contrôler éventuellement un organisme de formation, on s'appuiera aussi là-dessus pour voir si ce qu'il a déclaré, eh bien, on a en réalité avec ce qu'il fait tous les jours.
Qu'est-ce qui déclenche, en fait, ma question c'est plus, qu'est-ce qui déclenche le fait qu'on va examiner le dossier? Aujourd'hui, c'est vraiment, on sort les listes et on les vérifie les uns après les autres. Demain, ce sera le fait que l'organisme de formation, on ait reçu une demande de prise en charge. Mettons-nous plutôt dans la logique du 1er juillet 2017, d'accord? Parce qu'entre le 1er janvier et le 30 juin, je précise tout le temps que, par exemple, pour Opcalia, nous, on engage tous les dossiers que nous recevons, quelle que soit la date de fin de formation. Oui. On va pas aller vérifier si l'OF respecte le décret qualité, on va juste lui dire merci d'aller vous inscrire dans le catalogue pour qu'on puisse, nous, à moyen terme, créer notre catalogue de référence. Moyen terme, c'est à compter d'avril, de commencer à mettre en œuvre ce fameux catalogue de référence. Au 1er juillet 2017, une assistante va recevoir une demande de prise en charge, donc tous nos outils seront interfacés avec Datadog. Donc, automatiquement, elle verra si l'organisme de formation a bien été déposé ses éléments, a bien créé son compte sur Datadog, et le plus important pour elle, si l'OF a bien été validé par rapport à ces indicateurs. Si tout est ouvert, en guillemets, l'organisme de formation ne verra rien, nous on engagera le dossier et on le mettra sur le catalogue de référence d'Opcalia automatiquement. D'accord? On ne mettra pas de critères complémentaires entre le Datadog et le catalogue de référence. Deuxième chose, et c'est là, c'est pour ça que moi j'insiste fortement aux organismes de formation d'aller se déposer ces éléments. L'OF a bien créé son compte, mais il n'a pas encore été vérifié. Et bien c'est là que des équipes d'Opcalia iront vérifier rapidement que les pièces déposées par l'OF répondent bien aux critères qualité. Et puis, deux options, soit ça répond et donc de fait il repasse en vert et le dossier s'engage sans aucune difficulté, soit il y a un ou deux indicateurs qu'il faut mettre à jour. Et bien dans ce cas-là, l'organisme de formation reçoit un mail avec les indicateurs qui ne nous paraissent pas répondre aux attentes. L'organisme de formation modifie sa réponse, parce que je rappelle, hein, c'est un peu un mode itératif, il modifie sa réponse, il valide, tout est OK, et là, de nouveau, on engage sans aucune difficulté le dossier. La vraie crainte, en fait, c'est que l'organisme de formation n'ait pas du tout créé son compte. Et là, on sera vraiment bloqué parce que ça risque de prendre du temps. C'est pour ça que le message qu'il faut passer à tout le monde, c'est aller créer votre compte sur le Datadog. D'accord. Donc, si le dossier est validé, d'accord, mettons que quelqu'un l'a validé, et donc on soumet, un organisme soumet une demande de financement à l'OPCA, est-ce que l'OPCA peut refuser? Alors attention, il y a deux choses différentes. C'est un, je respecte le décret qualité. Deux, l'OPCA a ses critères de prise en charge. Bien sûr. Ouais, non, parce qu'en fait, je tiens à préciser parce que… Alors, si je respecte, bien sûr pour le prise en charge, si je respecte les conditions de prise en charge et je suis référencé dans Datadog, est-ce qu'un OPCA peut dire quand même, non, je refuse le financement? Je tiens toujours à préciser que l'enjeu, c'est comment le financeur, et pas que les OPCA, mettent en place leur catalogue de référence. Oui. Comment, du niveau référençable où je réponds aux critères qualité, j'arrive sur le catalogue de référence du financeur. Quand on reprend le décret qualité, il est dit que pour créer le catalogue de référence, soit le financeur s'appuie sur les OF qui sont labellisés sur la liste du CNEFOP, ce que vous avez précisé, ou alors il met en place son propre système. Les OPCA et les OFONGESIF, a priori, ont décidé de s'appuyer sur le Datadog. Mais je ne pense pas que ça se fera, enfin, il faudra voir. On pourrait très bien imaginer que un financeur mette un critère complémentaire entre le Datadog et le catalogue de référence, mais ça, je ne le pense pas. Mais peut-être que pour certains publics, on me demandera. Par exemple, si c'est pour des formations pour des personnes en situation de handicap, peut-être qu'on demandera que les locaux puissent accueillir des personnes en situation de handicap. Vous voyez, mais c'est vraiment dans la chose. Mais je précise tout le temps que l'enjeu, c'est quand même de mettre en œuvre le catalogue de référence. Mais tous les OPCA vont s'appuyer sur le Datadog parce que ce sera l'outil commun et je précise tout le temps que… Donc pour formuler ça un peu différemment, Olivier, si je ne suis pas
si mon dossier est validé dans Datadog, je suis conforme aux conditions de prise en charge, mais je ne suis pas référencé par l'OPCA. Je soumets le dossier. Est-ce que l'OPCA peut dire ah non, vous n'êtes pas sur notre liste de référencement, on ne peut pas. A priori, quand tu auras une demande de prise en charge et que l'OF sera en statut référençable sur le Datadog, tu arriveras directement sur le catalogue de référence de l'OPCA. Je tiens toujours à priori parce que je connais la position d'Opcalia qui est celle-ci. Tu es automatiquement sur le catalogue de référence quand tu reçois une demande de prise en charge et que tu es référençable sur le Datadog, à moins qu'on ait un contentieux avec l'organisme de formation. D'accord. On serait un peu psychopathe de mettre quelqu'un sur le catalogue de référence alors qu'on est en procès avec lui. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, en ce qui concerne les critères supplémentaires qu'un OPCA peut demander, est-ce que tu penses que ça va être quelque chose de fréquent? Non. Non, quand on fait le tour des OPCA qui sont dans le GIE, il n'y a personne qui dit qu'il y a des critères supplémentaires. Après, on verra à l'usage, mais a priori, on n'en aura pas. D'accord. Alors, on accuse Datadog d'être un outil pour réduire le nombre d'organismes. On a entendu ça. Que répondez-vous à ça? Que réponds-tu à ça? Moi, je pense que c'est l'inverse. Je trouve que ça a été beaucoup plus complexe. Parce que Datadog n'est qu'un outil, c'est que la résultante du décret qualité. Et je pense que c'est même l'inverse. Parce que les faits, je prends l'exemple maximum. Je suis un organisme de formation, je suis tout seul ou j'ai un salarié à temps plein et je fais appel à des vacataires. Et je vais devoir aller répondre aux critères qualité de tous les OPCA s'il n'y a pas l'outil. Mais et que chaque OPCA ait mis en place ses propres indicateurs, mais c'est la fin des petits organismes de formation. Tout le monde va y passer la moitié de sa vie à aller répondre à chaque indicateur de chaque OPCA. Donc moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. L'outil est plutôt fait pour centraliser et de permettre à tout le monde de pouvoir répondre aux indicateurs. Et je le répète, il n'y a aucune complexité. Après, ça peut prendre du temps. Nous, on a des retours d'organismes de formation qui disent oui, ça m'a pris un peu de temps, mais ça m'a permis aussi de repenser à la façon dont je pouvais prester, quels éléments de preuve je pouvais donner à mes clients. Donc voilà, c'est aussi dans l'idée de comment on assure une bonne traçabilité et qu'on puisse prouver qu'on met en place tous les moyens pour assurer une formation de qualité. D'accord. Donc c'est pas parce que effectivement les petits organismes ont très peur que toutes ces procédures en fait soient un peu orientées pour réduire le nombre d'organismes de formation, hein, puisque c'était par exemple il y a des rapports parlementaires qui ont demandé de réduire le nombre d'organismes, hein. Donc c'est pour ça que d'accord. Si le dossier, alors une autre question qui a à voir avec la gestion du dossier, mettons que j'ai soumis mon dossier, mais qui n'a pas été validé au 30 juin encore. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Enfin, si on soumet aujourd'hui qu'il n'est pas validé au 30 juin, inquiétez-vous avant, parce qu'a priori, on ne met pas 6 mois pour engager un dossier, j'espère. Ouais. Après, quels sont les délais aujourd'hui? Nous, pour engager un dossier, Opcalia, tu parles de quoi? De vérifier un OF dans le Datadog ou que l'OPCA engage le dossier, la demande de prise en charge? En fait, lorsque on envoie un dossier dans Datadog, combien de temps est-ce qu'on a pour répondre? Pour aujourd'hui, les OF qui ont déposé leur pièce dans le Datadog, il n'y a pas de date de réponse qui est donnée, hein. Nous, on a commencé à aller vérifier l'ensemble des OF qui ont déposé leur pièce. Comme je disais, il y en a à peu près 500 qui ont déjà été validés dans le Datadog. Il y a des groupes inter-OPCA qui sont mis en place entre nous pour faire des journées ou des demi-journées où on valide. Au sein d'Opcalia, on est en train de mettre en place une cellule spécifique pour aller aussi vérifier. Donc tout est en train de se construire au fur et à mesure. Mais je ne vais pas te le dire, parce que je te mentirais je mentirais à tout le monde, de dire qu'aujourd'hui, quand tu déposes tes pièces, dans 5 jours, tu reçois une réponse.
L'enjeu, c'est un, d'aller créer son compte, deux, de déposer son pièce, et que nous, on va tout faire pour qu'avant le 30 juin, les organismes de formation qui déjà déposé leur pièce ont été vérifiés. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça va pas être rédhibitoire. C'est-à-dire que nous, quand on va recevoir une demande de prise en charge le 2 juillet ou le 3 juillet, qu'un client va nous dire tiens, je veux travailler avec X ou Y, parce que je peux pas citer le nom de l'organisme de formation. On regardera, on ira voir directement dans notre outil s'il est dans le Datadog. S'il l'est, on ira vérifier ses pièces. S'il ne l'est pas, c'est là où je dis que ce sera beaucoup plus compliqué. Donc tout va se faire au fur et à mesure, et on ne pense pas que les 96 000 organismes de formation seront en Datadog, parce que comme je le disais, éventuellement, les gens qui sont auto-entrepreneurs, qui ne travaillent jamais avec des financeurs, il n'y a pas d'intérêt pour eux d'aller dans l'outil. Alors ça, c'est une question qu'on va poser après. Mais effectivement, ok, donc le plus important, c'est d'y être. Le plus important, c'est d'y être. D'avoir au moins complété ses pièces, d'avoir au moins été voir les 21 indicateurs. Et comme je vous le disais, enfin, c'est le message que j'essaie de répéter ou de marteler, des fois je suis un peu lourd, mais il n'y a pas de complexité à remplir les 21 indicateurs. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des réponses. N'hésitez pas à aller mettre les réponses qui vous semblent la plus pertinente. De fait, si la réponse ne nous correspond pas ou ne nous convient pas, c'est pas définitif, c'est pas rédhibitoire. Le prestataire reçoit de nouveau un mail en disant pour tel indicateur, je sais pas, le 2.1, il avait répondu ça, on a estimé que ça répondait pas, et il y a un verbatim, il y a un commentaire qui lui explique quelles étaient plutôt les attentes. Oui, en fait, on a eu un exemple parce que l'ancienne présidente de TESOL, c'est l'organisme qui représente un peu les formateurs d'anglais en France, TESOL France. Donc Bethany Cagnol a été la première, je pense, pratiquement sur Datadog. Elle a soumis son dossier le 1er janvier. Elle a eu une réponse très rapide. En fait, elle a reçu une réponse qui l'a un peu effrayée, puisque la réponse était vous n'êtes pas référençable. D'accord? Et oui, c'est le mail, et après il y a un justificatif qui explique pourquoi. Alors, voilà. Après, elle a regardé. Le donneur du mail, mais. Ouais. Après, elle a regardé, elle a vu qu'en fait, il y avait un seul critère sur les 21 qui allait pas. Donc, ouais. Donc, en fait, elle l'a soumis, et son dossier a été validé une semaine plus tard, quoi. C'est ça. En fait, le premier mail qui arrive, c'est quand ça avait été vérifié, vous avez un mail qui vous dit bravo, vous êtes référençable. Il n'y a pas le bravo, mais bonjour, vous êtes référençable. Deux, vous n'êtes pas référençable, mais comme je l'explique toujours, ce n'est pas rédhibitoire. Parce qu'en fait, dans toutes les matinales que j'ai pu faire un peu partout, c'était vraiment la grande crainte des organismes de formation, c'est de dire si je me trompe, c'est fini, je ne serai plus jamais financé. Mais non, c'est pas ça l'idée. C'est que si déjà toutes les réponses sont bonnes, et puis après si par contre la réponse ne correspond pas aux attentes, on explique en quoi ça ne répond pas et on doit motiver le refus. Donc de fait, après avec motivation du refus, on peut aller voir en quoi le refus, la motivation est, et puis répondre et corriger sa réponse. Moi j'ai vu effectivement, je confirme. Parce que j'ai été dessus aussi pour vérifier, et j'ai contacté Datadog, et effectivement ils ont été très sympas, très faciles, ça a été très facile à traiter le problème. Alors c'était au début, je sais pas comment ils vont faire quand ils ont 12 000 organismes, mais effectivement ils étaient rapides dans la réponse. J'ai passé un appel, j'ai laissé un message, on m'a rappelé très vite, et on m'a expliqué très clairement les informations dont j'avais besoin. Donc, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Ouais, mais ça marche bien. Pour les gens qui font un peu de développement d'outils informatiques, je précise que l'outil a commencé à être développé fin septembre. Donc en 3 mois, l'application est sortie. Donc il y a encore des choses à optimiser ou à améliorer, mais on est vraiment dans l'optimisation ou l'amélioration. L'idée, c'est aussi pour nous d'enrichir sur le Datadog, sur la page d'accueil, la foire aux questions, d'apporter un maximum d'informations avec des glossaires ou avec ce genre de choses pour que on accompagne au mieux les organismes de formation dans la réponse aux indicateurs.
Ouais. OK. Donc, lorsqu'on a des questions très précises sur tel ou tel indicateur, sur telle ou telle question, je ne sais pas, par exemple, si on veut savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire une CVTech, qu'est-ce que c'est un indicateur de performance, à qui peut-on s'adresser pour poser des questions Bah, précises comme ça? il y a une adresse mail générique. Très Mhm. honnêtement, je conseille toujours de l'utiliser parce que si vous m'appelez moi, je vais vous donner ma réponse, hein. C'est quoi une CVTech? Bah, c'est une bibliothèque de CV. Non, Mhm. je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on va pouvoir capitaliser sur l'ensemble des questions des organismes de formation, mieux on pourra créer la foire aux questions pour répondre aux questions les plus couramment posées. Oui, Euh, et si on passe OPCA par OPCA ou interlocuteur par interlocuteur, ce qui risque de se passer, c'est que toute cette information risque de se perdre et toute cette richesse dans les questions risque aussi de disparaître. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tous les jours des questions sur les indicateurs et après, je suis très embêté en fait pour répondre à toutes ces questions parce que si je vous donne une réponse plutôt précise, à un moment, je vais être un peu jugé parti. C'est-à-dire que je vais donner la réponse et en plus aller vérifier que la réponse est bonne. Donc, a priori, je ne vais pas me contredire. mhm. Et après, je peux aller aussi me contrôler. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué pour moi souvent, et Oui, je l'espère pour les autres OPCA, de donner des éléments ou des réponses très précises. Alors, parce que, en fait, si je suis très mhm. précis dans ma réponse, en gros, je vous donne euh, les réponses. Olivier, on parle de contact@datadoc.fr. C'est ça. D'accord, parce qu'il y a des Mhm. gens qui disent c'est pas forcément terrible, hein, les réponses. Ils disent que Oui. voilà, ils envoient des PowerPoint, des PDF pour expliquer, mais ils répondent pas forcément à la question. Mais non, mais si je te dis, Joss, si je te dis l'indicateur 2.4, d'accord? Je ne sais pas Oui, lequel c'est, oui. ou s'il existe en plus. C'est quoi la réponse? Mais si je te donne la réponse, quel intérêt que tu y répondes? Je te fais un copier-coller de la réponse pour l'organisme de formation et je vais le coller dans sa réponse. Tu vois, c'est ça en fait. C'est là où il y a une limite. Oui. C'est Oui, pour ça qu'on va aussi créer un glossaire pour être très précis ou plus précis sur les termes qu'on utilise, parce que même si on est tous du champ de la formation professionnelle, vous savez tous, on a l'habitude de jargonner entre nous, et peut-être qu'il y a des choses qui nous paraissent évidentes en tant que financeurs, qui le sont peut-être moins en tant qu'organisme de formation. Donc, mais la vraie difficulté, c'est d'apporter une réponse qui soit la plus précise ou la plus objective possible, sans donner la réponse. mhm. Parce que si tu ne sais pas les mathématiques et tu dis bonjour, 1 plus 1 ça fait quoi et qu'on te dit 2, bah ouais, tu mets Ouais. 2. Ce Mais, que tu veux, c'est la formule de calcul et pas la réponse. mais ouais, moi je vais t'expliquer que c'est les mathématiques et qu'il y a une formule de calcul et que de fait, il vaut mieux. Et, et c'est là où il y a vraiment une limite enfin, c'est pas une limite, mais il faut vraiment, et moi j'essaie de faire très attention, de ne pas être trop précis dans les indicateurs ou de comment on analyse les réponses, parce que si je vous dis comment on analyse la réponse, de fait, vous connaissez la réponse. Et donc, de fait, c'est pas. Et je précise juste, c'est du déclaratif. Donc, vous avez l'organisme de formation va Oui, déclarer ce qu'il fait, et tout le monde fait bien son travail, très honnêtement, avec 1% des organismes de formation qui sont vraiment hors champ. Et tout le monde fait bien son travail. On va juste aller déclarer et amener des éléments de preuve. La question, moi je le dis toujours dans la formation, c'est si vous n'avez pas l'élément de preuve, posez-vous la question pourquoi vous ne l'avez pas et peut-être que c'est très intéressant pour vous d'en avoir un et de le mettre en place. Par exemple, j'ai pas de CVTech, bah, peut-être que c'est intéressant d'avoir des CVTech quand vous répondez à des appels d'offres. Et puis, a priori, maintenant, on va mettre les compétences des formateurs. Donc, c'est bien d'avoir cet outil et c'est plutôt à oui, en fait, disponible. le but aussi donc de ces questions, c'est de amener l'organisme à réfléchir sur ses pratiques et Mais oui, à améliorer son process. C'est mais, pas seulement remplir les cases euh, comme il faut avec des petits modèles, c'est réfléchir à sa pratique de qualité, à son suivi, à ses mais oui. procédures, etc. Mais c'est ça. Parce que je vous rappelle qu'après, il y a du contrôle. Parce que on pourrait être comme à l'école. On pourrait tous avoir la même question. Le premier répond, il a eu 20. Les autres font un copier-coller des réponses. Parce qu'a priori, ce seront toujours les bonnes réponses. Mais c'est pas ça la vraie vie. Chacun a ses spécificités, ses propres pratiques, ses propres documents. Donc il faut juste que les organismes de formation, dans leur grandeur,
réfléchissent aux éléments qu'ils ont et puissent les déposer sur l'outil pour prouver ce qu'ils font. Si j'ai pas de système d'évaluation en fin de formation, bah, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à savoir pourquoi j'en ai pas un, et peut-être que c'est intéressant d'en avoir un. Voilà, et comment après je les utilise. Mais si je vous donne un modèle d'évaluation et que vous l'utilisez déjà, il n'y a aucun problème. Ouais. Donc, pour la prochaine question, la 9, où peut-on trouver des documents types pour l'épreuve? Tu vas me dire, il n'y en a pas. Chez vous. Non, la question, c'est sur un indicateur, par exemple, c'est sur les références clients. Dans l'indicateur, il était marqué qu'il y avait un modèle, et en fait, il n'y a pas de modèle. Il faut juste répondre les références clients que l'organisme de formation peut avoir. Et on ne demande pas que que le client aille signer que c'est bien une référence client. C'est juste pour savoir vers qui l'organisme de formation travaille le plus. Voilà, c'est pas de. Donc, mettre modèle de témoignage client, c'est pas vraiment un modèle. Il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas de modèle. Et puis après, ça peut très bien être pour ceux qui ont un site internet à jour avec des références clients, ben c'est de mettre l'URL de la page, pas du site, parce qu'on ne va pas aller s'amuser à aller chercher dans le site la page. Donc les gens mettent l'URL de la page et puis mettent en élément de preuve ça. Oui, donc il n'y a pas besoin d'un format spécifique, en fait. C'est ce que tu mets. Ouais. Non, il n'y a pas de format spécifique. Quand tu parles de modèle, pour nous, les anglo-saxons, on a un peu l'idée qu'il y a une formule. OK. Question numéro 10. Alors ça, c'est une question qui préoccupe beaucoup d'organismes. Publier ses tarifs, les mettre publiquement, à les afficher publiquement, n'est pas nécessairement toujours apprécié. Pourquoi ? Il n'y a pas un code du commerce? Je pense qu'il y a toute une histoire de concurrence, de vérification de la concurrence, de benchmarking, etc. Alors, on va être très clair par rapport à ça. Quand vous vendez quelque chose, vous devez afficher les tarifs. Il n'y a même pas à se poser la question. Quand je vais acheter une paire de chaussures, excusez-moi, il y a le tarif de la paire de chaussures. Quand je vais acheter une prestation, il y a soit le tarif jour, qu'après il y a eu du benchmark, on est sur un champ commercial, tout le monde a des tarifs, tout le monde va pouvoir justifier de son tarif. Il y a des tarifs qui sont plus élevés que d'autres. Pour moi, l'enjeu, c'est pas le tarif, c'est est-ce que la formation qu'on a dispensée apporte quelque chose. Et et de mémoire, il y a un code du commerce, donc tout le monde doit pouvoir publier ses tarifs. Enfin, c'est vraiment une question qui revient tout le temps. Mais sur demande, ça veut dire quoi sur demande? Il n'y a pas de tarif jour. C'est-à-dire que les tarifs sont en fonction de quoi Et moi, après, ça me pose des questions. Vous voyez, quand quelqu'un me dit « Ah, je fais mes tarifs en fonction de quoi ?» Je dis « En fonction de mon taux de prise en charge. » Donc, je pense qu'on s'est trompé d'activité. Oui. Parce que là, effectivement, j'en profite, parce que le fait, comme je sais qu'il y a beaucoup d'organismes de formation en langue étrangère qui m'écoutent, moi, je suis toujours surpris quand des clients, c'est-à-dire des adhérents, des entreprises me disent « Monsieur Gauvin, je ne comprends pas parce que quand je vais faire une demande de CPF, on me demande c'est qui votre OPCA ?» Il dit « J'ai l'impression d'être chez Opticien. C'est qui votre mutuelle ?»« Ah, si vous avez une bonne mutuelle, donc je vais pouvoir vous faire une paire de lunettes solaires gratuites, mais vous ne le donnerez pas à votre mutuelle. » Oui, donc, et je pense que oui, il y a des taux de prise en charge qui sont complètement différents par rapport aux OPCA. Et je dis toujours qu'en France, il n'y a pas il y a que 2 produits dont le tarif sont légiférés. Ce sont les livres et les médicaments. Donc de fait, tout le reste est libre. On peut appliquer l'ensemble des tarifs. Et la réforme, on l'avait déjà fait dans un webinaire précédent, la réforme a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire que maintenant, le médicament, c'est-à-dire la formation, n'est pas gratuite. Et donc, il faut obligatoirement pouvoir donner ces tarifs et justifier pourquoi j'ai ce tarif-là. C'est pas grave si les tarifs sont plus chers, mais c'est pourquoi je justifie du fait que la qualité de la prestation, le suivi, l'organisation fait que mes tarifs, oui, sont un peu plus importants. Et ça va prendre un peu de temps. Il y a aussi un contre-argument, c'est que si je mets mes tarifs, vu qu'il y a souvent une guerre des prix,
On va aller benchmarker sur mon site. Ah tiens, celui-là, il fait 55 en tarif catalogue, donc nous, on va faire 53. Voilà, pour gagner. Ouais. Ça, je pense que c'est la crainte de certains organismes. Comme pour les, j'ai ma collègue à côté de moi qui va encore, qui a une crise, excusez-moi. Comme pour les gens qui vendent des chaussures. C'est la dure loi du marché. Non, mais c'est bête à dire. Et il y a des secteurs d'activité, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je trouve que les formations en langue étrangère et les formations en bureautique, c'est le marché typiquement le plus concurrentiel dans le monde de la formation professionnelle. D'accord? Il y a encore des secteurs où c'est un peu moins le cas. Mais oui, si on n'est que sur la guerre des prix, à un moment, moi, ce que je disais, c'est que le prix le moins cher, à l'époque, je disais, c'est l'annonce à la boulangerie. Maintenant, je te dirais, c'est le site sur le bon coin. C'est-à-dire que va trouver un formateur de 4e année en langue étrangère et tu lui dis, bah, ça, c'est le moins cher du marché. Et c'est ce que je disais à mes clients. Moi, mon client, le moins cher, c'est l'étudiant 4e année qui est à la fac. Vous travaillez avec lui, c'est pas mon problème. Mais si vous n'êtes que là-dessus, va y avoir une difficulté. Et c'est pour ça que, oui, il y a des tarifs moins chers et les clients, c'est possible, vont peut-être aller vers le moins cher, mais à partir de là, c'est quoi le moins cher? Enfin, si tu payes quelque chose qui est peu cher et que à la fin tu n'as pas de résultat, il n'y a pas d'impact, tous les ans tu fais tes fameuses 40 heures de formation en langue étrangère et que tu refais tous les ans et que tu refais tous les ans et que tu es toujours au même niveau, c'était quoi? Il fallait payer le moins cher? Je pense que le plus important, il faut qu'on avance, donc je pense qu'il faut qu'on dise simplement que les conditions de vente sont obligatoires, il faut les mettre dans Datadoc ou un lien vers les conditions de vente. Et donc, mais même, il faut l'afficher chez vous. Et il faut que ce soit affiché. C'est la loi, et puis c'est pas parce qu'on sait qu'il y a une complexité au niveau des plusieurs OPCA qui prennent en charge aux tarifs différents. Mais c'est pas très compréhensible. C'est pas très compréhensible, mais en tout cas, on ne peut pas jouer là-dessus. Je tiens à préciser une chose, le Datadoc n'est visible par personne, à l'exception des financeurs. Aucune entreprise, aucun OF ne peut aller sur l'outil pour aller benchmarker le tarif de ses concurrents. C'est vraiment un outil qui est en vase clos. C'est-à-dire qu'il n'y a que les financeurs qui peuvent aller voir ce qu'ont déposé les organismes de formation. En termes de confidentialité et de sécurité de la donnée, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un outil public. Ce n'est pas un grand truc de référencement de l'offre de formation où chacun peut aller comparer les uns aux autres. Non, c'est vraiment prenez ça comme une banque de données où nous, on peut aller vérifier les critères qualité. D'accord. Ok, donc dernière question. Un sous-traitant ou un formateur indépendant doit-il également s'inscrire sur Datadoc? Bah, ma réponse est que s'il travaille un moment en direct avec un OPCA ou un financeur, il est mieux qu'il le fasse. Mais s'il est toujours sous-traitant de quelqu'un, l'intérêt est moindre parce que moi j'irai vérifier l'organisme de formation avec qui j'ai co-traité, c'est-à-dire l'entreprise principale, mais c'est elle qui doit être garant de ses sous-traitants. Donc de fait, oui, j'ai pas de réponse précise, mais dans un premier temps, si vous êtes un formateur indépendant et que vous ne travaillez qu'avec des organismes de formation, il n'y a pas d'intérêt fort d'aller vous déclarer dans le Datadoc. Oui, donc, on a eu cette question parce que justement on a fait une demi-journée de séminaire avec Laurent Riquelme, avocat. En parlant de la sous-traitance, il a dit que idéalement il faut que tous les sous-traitants soient référencés dans le Datadoc. Bah, c'est idéalement parce que de fait, quand c'est la vraie sous-traitance, vous donnez une partie de votre marché à quelqu'un d'autre, d'accord? C'est ça la sous-traitance. Je prends mon marché, je la confie à quelqu'un d'autre. Donc c'est le quelqu'un d'autre qui doit être garant de la qualité. Donc là, quand on a la vraie sous-traitance, oui, le sous-traitant doit être garant doit respecter les qualités. Si je suis un organisme de formation par contre et que je fais appel à des CDD
pour intervenir, mais qu'en fait, le vrai donneur d'ordre, c'est toujours l'organisme de formation, celui qui est garant de tout l'ensemble du process et qui est le seul contact avec le client, c'est toujours l'organisme de formation principal. Il y a un enjeu qui est beaucoup moins. Mais Ok, quand merci. voilà. Ok. Bon, Merci merci Olivier. beaucoup, Olivier. Tu peux rester avec nous dans, je crois qu'en 10-15 minutes, peut-être on va avoir d'autres questions. On va essayer de Bah, finir pour midi et demi. Tu peux ou pas? ouais, bah non, parce que j'ai un rendez-vous à midi, et Ah, donc je suis déjà en d'accord. retard. Mais Bon, par ok, contre, bon, je on va. vous propose, non mais Dis-moi. comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions qui me concernent, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, et comme d'habitude, moi j'y réponds avec plaisir, et je renverrai tout à Joss, et pas à Andrew, parce qu'on ne le voit pas à la caméra. Oui, Mais listez-moi toutes les questions, et à partir de là, moi j'y réponds avec plaisir. D'accord? on fait comme ça. Yep. D'accord. C'est comme ça. Puis excusez-moi, Merci j'avais beaucoup. rendez-vous à midi. Ok, merci, à Ok, bientôt. merci Pas de Olivier. À problème. bientôt Merci alors. beaucoup. Merci, Olivier. Au revoir. Bon, super. Bah, écoute, merci Olivier. Yves, je vais te mettre sur audio. Bonjour, Yves. Ok, donc Yves, bon, je t'ai découvert il y a 2, 3 semaines. On s'est rencontrés parce qu'effectivement, on savait qu'il y a des organismes qui sont un petit peu en retard, qu'il n'y a pas beaucoup Oui, de solutions. J'ai cherché des solutions de formation. Joss en a trouvé une à Montpellier, qu'il a suivi. Et là, j'ai découvert qu'en fait, tu as une solution blended, ce qui est quand même intéressant, hein, une solution à distance, et que c'est ta spécialité. Donc, je vais te demander de te présenter un petit peu, parce que je pense que ça peut être utile pour les gens qui ont vraiment un peu de mal, mm, en temps et avec des questions précises. Donc, ta solution est peut-être très utile pour le marché. Donc, je te mm. laisse parler, Est-ce que tu Yves. peux me Yves, tu es là? partager Oui, l'écran? je vais le Merci. faire, Yves. Je te change tout de suite. Je voulais juste ton accord. Donc, voilà, voilà. Normalement, on reprend chez toi. Donc, une seconde. Parfait. C'est Voilà, ça. est-ce que c'est bon? C'est pas encore plein écran. C'est un Hop, peu Ah, partagé. On a, Diapo, elle on est a les pas. notes à côté. On a les notes à côté, hein. et maintenant? Alors, c'est en train d'arriver. Ah non, toujours pas. Toujours Toujours un pas? peu, ouais. Il y a toujours un espace blanc à droite. Ah, Et puis, attends. non, il est toujours il n'est pas en mode présentation encore. Bon. Et maintenant, toujours Derrière là, pas? ouais. C'est derrière. C'est derrière là. Si tu peux cliquer derrière, on le voit là. Ok. Ça, voilà. Ah oui, oui, oui. Ouais, ça c'est Ok. bon. Là c'est bon. C'est Là ça. c'est bon. Parfait. Parfait. Super, super. Donc, j'essaie d'être rapide et vous me ralentissez le cas échéant. Donc, ICMS, cabinet créé en 96, spécialisé dans l'accompagnement des TPE, PME de services, majoritairement dans leur démarche qualité. Donc, ISO 9001, typiquement, étant un de nos champs principaux, plusieurs centaines de clients sur tout le territoire, spécialisé dans la conception et l'accompagnement de démarches collectives, donc auprès de réseaux. Et on a conçu des logiciels spécifiques pour faciliter la vie de nos clients, comme je l'évoquerai rapidement tout à l'heure. Donc, vis-à-vis des organismes de formation, nous avions déjà accompagné une vingtaine d'organismes de formation dans des démarches ISO 9001 antérieurement. Puis, nous sommes posés pas mal de questions par rapport aux critères du décret que nous avons commencé par appliquer à nous-mêmes, puis des 21 indicateurs. Et à partir de ça, on a conçu un programme adapté. On s'est aperçu que c'était finalement à la fois très intéressant, comme je vais le dire, mais pas toujours si simple d'accès pour des OF. Et donc, on a conçu une réponse adaptée, typiquement pour aider les OF à répondre au Datadoc, donc un programme qu'on appelle qualité OF. Et on a déjà 70 OF et peut-être même 80 là aujourd'hui accompagnés dans ce programme que je vais vous présenter très rapidement. Donc,
je ne reviens pas sur les 6 critères du décret, sur les 21 indicateurs. Je veux simplement dire que derrière tout ça, l'important, c'est d'aller au sens, d'aller à l'essentiel et de trouver le sens derrière tout ça. Et puis, j'avais dit que je positiverais, derrière le Datadoc, donc, qui demande des réponses cohérentes qui pose des bonnes questions et qui surtout demande des éléments de preuve, puisqu'à chacun des 21 indicateurs, il faut donner au moins un élément de preuve. Derrière le premier agacement que peuvent avoir des OF face à cette obligation, derrière des libellés, des questions qui quelquefois amènent à se gratter pas mal la tête, en fait, on est vraiment sûr que c'est pour tous les OF un exercice vraiment très, très utile. Et c'est ça que je vais rapidement essayer de démontrer. C'est une opportunité pour se poser simplement, enfin, il faut investir un tout petit peu de temps quand même, mais se poser des questions qui vont arriver à un vrai résultat pour l'efficacité de l'organisme. D'abord, ça amène à expliciter sa stratégie, les segments, les clients, les types de formation, les modalités de formation, à clarifier des choses qui quelquefois sont un peu confuses. Ça amène à améliorer la communication sur son offre. Ça amène à mieux prendre en compte les clients, les prescripteurs et les bénéficiaires, à les placer au centre du dispositif et à mettre en place un système d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire il n'y a qu'un faucon, faudrait que et de griffonner les post-it dans des coins à chaque fois qu'on a une bonne idée, c'est une occasion de mettre en place une logique et d'aller au bout des choses. Encore quelques exemples d'intérêt. C'est un outil, c'est une réflexion qui permet de penser à la cohésion de son organisme, à la cohérence des actions des différents formateurs, des différents administratifs, de toutes les personnes qui interviennent dans ce qui est un processus en fait. Et ça amène à capitaliser l'expérience, à préciser son organisation, à améliorer la traçabilité. Voilà, tout ça, c'est du management de bon sens. C'est des choses simplistes, simples, pragmatiques, mais il y a derrière les réponses au Datadoc l'occasion de se poser des questions simplement, efficacement. Donc, en fait, il s'agit de construire un système de management, un système qualité qui réponde aux critères du décret, qui permettent d'apporter ces éléments de preuve. Et bien entendu, ce que souhaitent les OF, c'est ne pas perdre trop de temps, valoriser ce qui existe déjà et ne pas réinventer l'eau chaude et ne pas faire de mousse inutile là où il n'y a pas besoin, faire simple et utile. Et l'utilité, j'espère avoir, dans les transparents précédents, montré que c'était un outil de management et un outil de productivité, un outil de qualité, et en organisant l'amélioration continue pour la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de chercher à faire une usine à gaz ou à apporter des choses que l'on ne ferait pas. Il faut vraiment décrire ce que l'on fait, ce que l'on va faire dans les prochaines semaines, mais il faut être aussi capable de penser à une amélioration continue, à une progression alimentée notamment par les retours d'informations des clients et des stagiaires aux formations, et ça c'est toute une partie extrêmement importante, bien entendu, du dispositif. Alors, très rapidement, ce que nous pouvons apporter à un OF qui fait partie des 55% qui n'ont pas commencé ou des 36% qui sont bloqués. Donc, c'est une formation. Nous sommes un OF aussi. Une formation pour donner du sens, décoder les 21 indicateurs, améliorer concrètement le système de management de l'OF et rassembler, construire les éléments de preuve existants et construire ceux qui n'existent pas encore. Donc pour ça, on a fait un programme de formation en plusieurs sessions. On a mis, au cours de ce programme, on met à disposition bien entendu des modules pédagogiques, mais aussi une banque de documents exemples ou modèles qui ne sont pas là pour faire du copier-coller, mais qui sont là pour donner des idées
chasser l'angoisse de la page blanche pour les éléments que vous n'auriez pas encore et qui vous permettent de partir éventuellement de certains de ces outils pour gagner du temps, pour construire les vôtres. Et on met tout ça à disposition via un outil logiciel qui vous permet aussi de gérer votre base de documents, votre base de preuves en zéro papier. Donc il y a plusieurs modalités différentes. La principale étant de faire une formation à distance en synchrone par un de nos formateurs, donc qui est en direct, en web formation. Avec le dispositif le plus courant est de faire ça en inter-entreprise, mais nous avons aussi des cas où des entreprises multisites ou des réseaux d'entreprises nous demandent de monter cette formation inter-entreprise pour eux, alors toujours à distance. On peut avoir des participants aux Antilles et en France simultanément si les horaires sont adaptés. On a certains OF qui nous demandent de faire ça en solo, ce qui est une modalité également possible. Et on en a certains qui nous demandent de venir faire ça en intra chez eux. Certains également nous demandent de coupler cette formation, de penser tout de suite à un élargissement vers une formation ISO 9001, même si, bien entendu, depuis un mois, il est évident que l'ISO 9001 ne fait plus partie de la liste des labels des certifications CNEFOP pour les raisons qui ont été expliquées. Mais il n'empêche que l'ISO 9001 reste un outil pour des OF d'une certaine taille, reste un outil de management et de communication particulièrement utile. Donc je passe sur le programme, je pourrais détailler le programme. Voilà, il y a des modules de formation adaptés pour chaque session. Toute une batterie de documents, exemples à trous, qui ne sont pas, encore une fois, des documents modèles pré-remplis, mais qui sont des outils, des supports qui vous permettent d'éviter de faire votre propre rédaction, mais à partir de supports qui ont été pensés, qui ne serait-ce que sur la mise en page, le contenu, l'ordonnancement des idées, mais bien entendu, ça va être à vous de compléter tout ça, mais c'est quand même un gain de temps extrêmement important. Et derrière tout ça, un portail qualité mis à votre disposition et à celle de vos collaborateurs, qui vous permet d'automatiser votre gestion documentaire en partant des documents modèles et à partir de vos propres documents, de construire un portail des documents que vous souhaitez rendre accessibles à vos collaborateurs en étant sûr que les collaborateurs aient accès aux documents qui les concernent dans leur dernière version, et ce, sans vous prendre la tête avec des cartouchages, des mises en page, des nomenclatures, des tables de matière. Voilà, vous êtes sûr que les documents dans leur dernière version, que ce soit les fiches, les checklists, les supports de formation, sont bien accessibles dans leur dernière version aux collaborateurs. L'outil peut également vous servir à remonter les problèmes, les réclamations, les améliorations et à suivre de manière structurée vos plans d'action, ce qui est utile dans le cadre de l'amélioration continue. Donc voilà, et également à diffuser les informations internes. Bon, tout ça, on est à votre disposition pour préciser tous ces points. On est également à votre disposition pour aborder, au-delà de la préoccupation Datadoc, l'optimisation du processus de suivi de la formation. Comment faire pour avoir une approche processus depuis le premier contact client jusqu'à la fin de la formation et l'envoi des attestations post-formation, en gérant de manière centralisée les infos, en ayant une traçabilité de la relation client, en ayant une communication pour chaque acteur interne, depuis le commercial jusqu'au formateur, jusqu'à les personnes qui font le suivi administratif, donc, et en gagnant un temps précieux pour par l'édition automatique de tous les documents, propositions contractuelles, informations des stagiaires, conventions de formation, factures, attestations, etc. Donc ça, c'est un produit complémentaire qui s'appelle Macali Process, qui permet d'automatiser
le processus. Voilà, j'ai parlé très vite, j'espère ne pas vous avoir trop saoulé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Yves. Je pense que c'était très utile. L'idée, c'est de donner une idée de ce que vous pouvez faire. Et ensuite, c'est aux gens. Alors, vous pouvez nous contacter, nous. On a pensé à une offre spéciale avec une petite remise pour si vous passez par Lingwade. Mais vous pouvez aussi passer par directement avec Yves. C'est à vous de voir. Donc, on va terminer maintenant avec Alors, quelques questions. Je l'information, pense que- oui, si vous avez des questions justement pour Yves, vous pouvez les poser dans la partie Oui. chat. Yves, tu restes avec nous. Je vais reprendre la main sur la présentation. Mhm. J'imagine que Yves aussi va avoir des questions. Donc, oui, super, on a 10 minutes. Très bien, on a encore Ouais. le temps. À la vitesse où j'ai parlé, j'ai gagné du temps. Non, mais j'imagine qu'il y aura des questions. Comme c'est une formation, ce qui est une prise en charge, j'imagine, est-ce que de la part d'un organisme de formation, c'est une Ben, formation. la plupart de nos clients demandent et Oui, obtiennent des prises en charge, oui, bien sûr, très bien. bien sûr. Hmm. Très bien. Alors, le temps que j'attends Yves, d'autres. est-ce que juste Oui, vas-y. une question rapide. Au niveau de vos tarifs, je sais que c'est assez modulable, mais en gros, ça donne quoi pour une OF moyenne? Un OF unipersonnel, le tarif est de 550 euros. Hmm. Unipersonnel. Et si je dis un OF de 500 000, Non, simplement, s'il euh, inscrit plusieurs personnes en formation, la formation se fait au nombre de personnes inscrites à la formation d'accord. sur voilà. Donc et ensuite effectivement il y a un tarif dégressif en fonction du nombre d'inscrits. Ce n'est pas multiplié par 550 à chaque fois. Donc, Quelle est la, si je quelle suis est un la enfant, durée? Pardon, vas-y, Andrew. Après, j'ai une question supplémentaire. Alors oui, la si durée, je suis un c'est organisme, nous animons plusieurs formations par chaque semaine. Donc la durée va être au choix des organismes qui en général nous accompagnons sur 4 ou 5 semaines. C'est-à-dire qu'en général, d'accord. les clients choisissent une formation en ligne par semaine Hmm. avec entre chaque formation les, le- les points qui sont bien clairs de ce qu'il faut faire et l'aide bien sûr de notre hotline. Mhm. Donc, pour OK. se faire référencer, il faut le faire rapidement. Alors, entre maintenant 5 semaines, ça fait, oui, mai-avril, le temps On que le peut, dossier est on rentré, peut, voilà, mois de mai. Oui. donc ça c'est pour, voilà, donc certains vont plus vite et participent à plusieurs formations dans la même semaine, et Mm. certains demandent Ouais. également une intervention sur site qui permet de faire cette formation groupée là par contre à la suite sur la même semaine. Hmm. Super. OK. Donc, on a des questions qu'on a requis aussi en amont de ce webinaire. Je vais essayer de répondre à certains. Andrew et Yves, si vous voyez que si vous avez des compléments d'informations à donner, allez-y. Après, j'ai d'autres questions qui ont été posées aussi dans le webinaire. Et troisièmement, donc bien sûr, si vous avez les gens qui restent, on est une trentaine maintenant qui d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore 10 minutes pour répondre. Alors, est-ce qu'il faut un livret d'accueil pour le FOAD? Euh, alors, comme disait Olivier, le FOAD c'est très important, donc on va vous envoyer le FAQ par le forum qui a été fait pour le forum sur le FOAD. Euh, de plus en plus, donc, les écoles de langue proposent des formations blended, donc avec un élément à distance, ce qui fait que, oui, dans le livret d'accueil, il faut avoir des éléments sur les formations à distance. Ce qui est très important, par exemple, c'est comment l'apprenant se connecte à la plateforme. Euh, est-ce que, voilà, est-ce que vous pouvez donner un descriptif, un PDF là-dessus, ou bien même un lien vers votre site web qui explique la démarche pour se connecter, pour faire un test de configuration, euh, etc. Donc, il Et, faut le prendre en compte, oui. et Oui, également qui fait quoi, qui il peut contacter dans l'organisme entre les sessions. Hmm. oui. En dehors, oui, justement, oui, des éléments avec le formateur, tout à fait. Euh,
Alors, CVTech, donc Olivier en a parlé. Euh, alors, on n'a pas besoin de mettre tous les CV de vos formateurs, on a besoin de mettre l'attestation, je pense, disons que vous avez un CVTech. De toute façon, comme disait Yves, profites-en, il faut que vous ayez un CVTech, quoi qu'il arrive. Mais mettre tous les CV, C'est non. quoi un CVTech? Ben, c'est La un question, je pense, c'est quoi une CVTech? CVTech, c'est une bibliothèque de tous les profils avec compétences et qualifications des CV, comme un CV des Excellent. formateurs qui sont embauchés par votre organisme. Oui, Euh, avec une certaine standardisation. Voilà. C'est un outil de standardisation. Nous avons fait ça à une époque pour des grands organismes. Dans les appels d'offres, souvent on demande euh, les CV des formateurs anonymisés. Donc ça, c'est un petit peu ça. Hein. C'est rien de CVTech, ça ne veut pas dire que vous créez une médiathèque. non, C'est non. simplement un recueil de CV un petit peu formalisé, anonymisé, simplifié. Indicateur de performance, donc critère 5,2. Quels sont les indicateurs que vous pouvez mettre? Alors, c'est très important que vous le mettiez parce que, encore une fois, les formations certifiantes, donc dans le cas du CPF, euh, il faut pouvoir donc montrer que vous avez mis en place les indicateurs de performance. Un indicateur pourrait être, par exemple, l'obtention, le taux d'obtention des certificats, certifications, par exemple, le TOEIC ou le POLATS. Bien sûr, les taux d'assiduité, par exemple, ça pourrait aussi l'approbation, le taux de complétude euh, des heures de formation, des objectifs. En tout cas, il faut en mettre. Et il faut, comme disait Olivier, il faut être, euh, faut le faire par rapport à votre propre formation et par rapport au processus en interne. Il y a beaucoup Euh, on peut inventer beaucoup d'indicateurs de performance, effectivement. Ça peut être le taux de satisfaction, ça peut être le taux de application dans le travail, ça peut être la complétude du programme par rapport à ce qui était prévu, ça peut être est-ce que le rythme a bien été respecté par rapport à celui qui a été prévu au départ, etc., etc. Donc c'est à vous aussi de trouver vos propres indicateurs de oui, performance. mais il suffit pas de les créer, il suffit aussi de les mettre. Donc il faut que vous mettiez, il faut que vous montriez, il y a encore un et moins un pour montrer qu'il y a un suivi, que c'est déjà en place. Il ne faut pas juste le créer et puis après dire oui, on le fait et puis c'est tout. Non, il faut montrer, il faut faire la preuve. Euh, alors, modèle témoignage client, donc ça, comme disait, il y a beaucoup de confusion là-dessus. Comme disait Olivier, une liste de vos clients suffit dans le papier en tête. Preuve formation des formateurs, donc ça c'est important, c'est que vous formez vos formateurs. Euh, et la preuve qu'on demande normalement, c'est l'attestation de formation, de présence à la formation, pour prouver que vous formez vos formateurs. Juste Voilà une quelques question réponses. là, Oui. Klaus, pour ce que tu as dit avant. Modèle témoignage client, c'est un témoignage d'un client en disant qu'il est satisfait de ce qu'il a réussi. C'est pas une liste des clients, non? Ce qu'il a dit Olivier, on peut mettre une liste des clients. Mais Bah, bon, ça ne ferait regarde, pas de mal modèle, d'ajouter un témoignage, mais encore, bah, c'est facile. le mot qui est dans Datadoc, c'est le modèle témoignage client. Donc, si c'est un témoignage, c'est un témoignage. Simplement, ce qu'a dit Olivier, en fait, si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas de modèle en tant que tel, il n'y a pas Non, standard. non, Euh, non. c'est simplement, voilà, une déclaration du client. Peut-être Yves, tu as une réponse là-dessus? Excuse- Excuse-moi, j'ai, j'ai eu une absence pendant une seconde, juste au mauvais moment. Excuse-moi. Repose la Non, Non, c'est repose-moi la la question. conclusion, oui. Vas-y, Andrew, explique. juste pour préciser ce que c'est un modèle témoignage client. Alors, non, il n'y a pas de modèle, il n'y a bien entendu pas de modèle de témoignage client. D'ailleurs, Voilà, sur c'est ce ça. thème-là, d'ailleurs, Olivier tout à l'heure a restreint Oui, simplement à une liste de références. Je pense qu'effectivement, on peut avoir deux choses, une liste de références et demander des attestations de témoignages clients en fin de cycle au moment hmm, où, de toute façon, on doit, et ça, euh, ça fait partie du cycle de l'amélioration continue finale, on doit de toute façon interroger les bénéficiaires de la formation sur leur satisfaction
avoir j'imagine, un questionnement fermé plus un questionnement ouvert qui permet de recueillir déjà des verbatims de bénéficiaires. Et au-delà de ça, on doit se tourner vers le prescripteur de la formation pour voir l'efficacité de la formation en son sens. Et j'encourage à ce moment-là à en profiter pour recueillir les témoignages clients dans le cadre de cette dernière écoute. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de format modèle de ce que doit être un témoignage client. C'est le verbatim de ce que dit le client par rapport à la formation. Ça peut être guidé par le cadre d'un questionnaire, d'une grille ou d'une checklist d'entretien que va utiliser l'organisme de formation pour faire cette écoute de son client en finale. Très bien. En tout cas, il n'y a pas de modèle. Très bien, merci Yves. Alors, d'autres questions? Pour les autres labels en dehors de OPQF, est-ce qu'on peut simplement mettre la preuve qu'on a le label sur Datadog? La réponse est oui. Faites attention, encore une fois, que c'est accepté par le CNEFOP. On a fait l'erreur là tout à l'heure, disons que ISO est accepté. C'est pas accepté, ni le 29990, ni le 2008. Alors, Yves, question pour toi que je ne peux pas répondre, c'est qu'un organisme qui a plusieurs entreprises avec plusieurs sirettes, quel est c'est-à-dire qu'il y a un holding avec, par exemple, 2 voire 3 organismes de formation, comment ça marche au niveau de Datadog? C'est en termes de numéro c'est en termes de numéro d'organisme de formation. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs Datadog pour chaque organisme ou est-ce qu'on peut regrouper le tout au sein d'une réponse? Sauf erreur de ma part sur ce point, s'il y a plusieurs numéros d'OF, il y a plusieurs déclarations Datadog. D'accord. Donc ça dépend de numéro de déclaration, le fameux NDA. Voilà. S'il y a plusieurs NDA, ben, c'est plusieurs réponses Datadog, c'est ça? Très bien. Oui. Merci. Oui, sur l'ISO 9001 et le 29990, surtout le 29990 qui est extrêmement spécifique aux organismes de formation, donc c'est uniquement une question juridique qui est que, comme le disait Olivier tout à l'heure, qui fait que le CNEFOP a été forcé de retirer ce qu'il avait mis au début, c'est-à-dire l'ISO 9001 version 2008 adossée à une guide de lecture AFAC AFNOR d'une part et 29990 LRQA d'autre part. C'est tout simplement effectivement que ces normes ISO sont la propriété de l'ISO et non pas d'AFNOR et de l'LRQA. Et donc, juridiquement, ça ne tenait pas. Ok, très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a, il y a des OF qui disent que nous, on fait un programme de 10 heures, 15 heures, programme formation qualifiante, donc c'est très, très court. Est-ce que nous, on doit faire tout ce qui est évaluation, fin de formation, comme pour les autres programmes? Je pense que la réponse est oui, hein, du moment qu'il y a un programme de formation, il faut qu'il y ait une évaluation accompagnée, peu importe le nombre d'heures. Oui, absolument. On doit confirmation, donc on doit publier les tarifs sur votre site web. La réponse est oui. Hein, donc il faut que vous ayez la grille tarifaire affichée. Ça c'est un oui. Alors, au niveau des négociations, vous pouvez négocier vos tarifs en fonction du volume que vous avez, mais bon, il faut quand même un tarif public qui est affiché. Oui, c'est ce qu'on appelle le tarif catalogue. Exactement, tarif catalogue. Alors, écoutez, il est midi 35. On a encore 2-3 questions, mais je pense que si vous avez encore des questions, je pense qu'il faudrait que nous les envoyiez. On va faire un résumé, bien sûr, avec ce webinaire. On va vous envoyer l'enregistrement avec les slides et aussi avec l'offre de Yves et aussi les coordonnées d'Olivier et de nous-mêmes pour vous poser encore des questions. On a juste un autre sondage maintenant que le webinaire est fini pour la suite. Simplement savoir, maintenant pour les 55% qui n'ont pas commencé, pour les 36% qui sont un peu bloqués, voilà. Et là, c'est anonyme, hein. On va pas savoir qui dit quoi, mais je pense que c'est intéressant de savoir quelle est la suite que vous envisagez pour l'instant pour vous. Simplement nous dire, bon, est-ce que ça suffit les informations? Est-ce que vous voulez encore un webinaire? Mais bon, peut-être payant pour mieux comprendre.
L'institution SMS qui est très complet, qui va vous accompagner pendant 4-5 semaines jusqu'à référencement. Et puis peut-être quelque chose encore plus poussé, vous votre OF, ou que vraiment vous avez besoin d'une aide pour aller un peu plus loin. Donc, on a 60%, simplement nous dire, voilà, c'est important pour nous de connaître un peu le, la suite envisagée pour vous. Savoir aussi si on a répondu à vos attentes pour ce webinaire. Donc, c'est en progrès. Un peu plus, on est à 80%. Voilà, je vais le fermer. Je reviens là-dessus. Merci beaucoup. Parfait. Voilà nos coordonnées pour nous. Encore une fois, ce webinaire va vous être envoyé par enregistrement. Encore une fois, vous pouvez nous contacter. On va essayer de partager le maximum d'informations à vous. Encore une fois, bon voilà, c'est J-4 mois. Si, pour ceux qui n'ont pas démarré, il faut démarrer. Comme disait Olivier, comme disait Yves, il ne faut pas avoir peur. Hein, on le fait tous et puis ben, on peut le faire. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes sérieux, parce que vous voulez y aller. Et il y en a des milliers qui vont même pas essayer de le faire. Donc, on vous encourage à le faire et on est là pour essayer de vous accompagner aussi. Donc, merci beaucoup Yves qui est toujours avec nous. Merci beaucoup Andrew. Au revoir. Et puis Merci à à très tous. Hein. bientôt. Et puis au revoir et à bientôt. Au revoir. Je vais fermer. Au revoir tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas voir le chat box. Au revoir.